Donc on va vous parler un petit peu aujourd'hui, le sujet c'est le FlexOffice et l'enjeu du FlexOffice, savoir si c'est une contrainte ou une liberté, c'était le titre qu'on avait proposé, avec différents intervenants. Dominique Lezay, qui est avec Isabelle Nicolin, cofondateur du think tank qui vous accueille aujourd'hui. NWAO, donc New Ways of Working, c'est une nouvelle façon, je t'en prie Alexandre, c'est une nouvelle façon de travailler. C'est Dominique. C'est une nouvelle façon de travailler et l'enjeu pour demain. On va avoir donc Christine Martin, qui fait partie d'un groupe de recherche sur le FlexOffice et sur d'autres enjeux au sein de Orange. Voilà, puis chacun se présentera après. Je fais des raccourcis, hein, histoire que vous soyez un petit peu... C'est pour une vue d'ensemble macro. Pierre Boucher, qui est notre hôte ce soir. Et donc on remercie vraiment chaleureusement, qui fait partie de la Société Génie des lieux et Bureau Libre. Donc il nous expliquera un petit peu les nuances entre les différents éléments. Et Alexandre Josse, qui est président du think tank La Fabrique Spinoza, que beaucoup peut-être d'entre vous connaissent. Et donc chacun d'entre eux ont parlé un petit peu sur les enjeux du FlexOffice et des nouveaux modes de travail dans notre monde d'aujourd'hui. Juste avant de passer au icebreaker, vous allez voir un petit peu après, juste pour vous dire qu'on a modifié l'image de notre think tank avec un nouveau logo qui préfigure donc toute la charte graphique à venir, avec donc les New Ways of Working bien spécifiés, le travail réinventé. C'est-à-dire que nous sommes dans une révolution du travail. Ce que l'on souhaite, c'est y prendre notre part et en être conscient et le diriger vers quelque chose de positif pour l'humain. Et évidemment, la pomme, je laisserai Dominique nous expliquer sa petite histoire sur la pomme, parce qu'il y a la pomme qui est tombée de l'arbre. Il y a évidemment une histoire autour de ça et l'abondance que ça peut créer. Je vous propose maintenant de prendre vos téléphones, vos petits smartphones pour le petit jeu qui a déjà commencé pour certains d'entre vous. Donc l'idée est de comprendre un petit peu ce que vous pouvez, vous, déjà savoir du FlexOffice, ce que vous avez comme idée. Et il y a un certain nombre de propositions, donc 3 en l'occurrence, sur ce que le FlexOffice est pour vous. Donc soit pas de position de travail attribuée à chaque personne, soit moins de positions de travail que de personnes, soit un mix de télétravail et d'open space au bureau. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde a pu jouer? Oui. À peu près? C'est bon? C'est bon. Donc, majoritairement, vous pensez que c'est avant tout pas de position de travail attribuée à chaque personne. D'accord, c'est intéressant. On va garder bien ça en tête. La deuxième question, top chrono, vous n'avez même pas 10 secondes. Donc, un bureau individuel fermé, attribué, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est avant tout une aide à la concentration, un frein au travail collectif, un signe de statut désuet, ou mon deuxième chez moi, avec la petite plante, la photo de la grand-mère, etc., etc. Ah, c'est intéressant. Ça se bagarre, hein? Qui va gagner? Il n'y a personne qui dort au bureau. Il n'y a personne qui... Mon deuxième chef. Mais non, on n'est pas chez Google. Ah, c'est intéressant, bien. Donc, et au fil... Ah, c'est en train de... Ça s'excite sur... On a parlé de se parler. Hein. Combien on est à peu près? Donc, 30, oui, c'est à peu près... Donc, à mon avis, quasiment tout le monde a joué. Ah, c'est rigolo, ça. Une victoire sur le fil du rasoir. Donc un statut désuet et un frein au travail et une aide à la concentration. Donc il y a 2 aspects négatifs qui sont vécus pour vous sur un bureau individuel fermé et attribué. Et pour certains, ça semble, pour un tiers d'entre vous, ça semble quand même quelque chose qui peut être positif, voire même valorisant pour le travail. La question, et dernière question, histoire un petit peu de voir où vous en êtes. Pour vous, le FlexOffice, ça va vers quoi en fait? Il y a 4 possibilités. Soit l'amélioration de la performance grâce au brassage,
soit l'amélioration de la performance grâce au dynamisme et à l'agilité, soit la diminution de la performance à cause d'un désengagement, soit la diminution de la performance due à une concentration plus difficile. Hein? Est-ce qu'on a droit à plusieurs réponses? Sinon, on n'aurait pas ce résultat. Non, c'est pas drôle. Sinon, on n'aurait pas choisi. Donc là, on est à peu près une trentaine ce soir. On est 40. 40 là? Est-ce que tout le monde joue le jeu? Non, pas tout le monde. J'ai vu des têtes réfractaires. Oui, c'est Déjà, le nous, mot. on n'a pas joué. Déjà, ouais. Bon, ça nous donne quand même une bonne indication. En fait, ce qui est vraiment primordial pour vous, c'est la notion d'agilité et de dynamisme qui se dégage. Très peu quand même, finalement, par rapport à la deuxième question tout à l'heure, très peu comme une vraie problématique liée à la concentration. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc notre think tank est vraiment heureux aujourd'hui de vous présenter cette conférence débat qui est plus une idée de faire circuler la parole autour de ces sujets-là, qui sont assez tarte à la crème. Tout à l'heure, j'ai essayé, pour rigoler, je disais à Dominique, d'aller sur Google et de demander une définition du Flex Office sur Google. Eh ben, j'étais bien embêté quand même. Hein, parce qu'il y a des gens qui parlent du Flex Office, il y en a plein. Mais trouver une définition à proprement dit du Flex Office, c'est quelque chose de très compliqué, surtout une définition opposable. Donc aujourd'hui, le but, c'est déjà pour vous d'éclaircir un petit peu les choses avec des gens de différents horizons, c'est-à-dire qui abordent le Flex Office par d'autres différents prismes. Et c'est ça qui nous paraît intéressant, et c'est la richesse des conférences débats qu'on a avec NWAO, c'est cette capacité à finalement créer une réflexion hétérogène au départ et qui amène toujours vers l'humain. C'est ça qui nous relie ici aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est que Dominique, qui est le cofondateur avec moi et qui est également un spécialiste du Flex Office, puisqu'il a été en charge au sein de BNP et notamment de la partie Personal Finance à Levallois, d'un énorme projet, d'un des trois gros projets en France de Flex Office, avec près de 2500 personnes qui ont basculé en Flex Office, parce que c'est vraiment une bascule, l'été dernier, donc il y a un an. Et donc qui connaît bien ces sujets-là, de commencer l'introduction en nous expliquant un petit peu ce qui pour lui est la définition du Flex Office. Évidemment, chacun d'entre nous allons réagir un petit peu à ça. Les questions, évidemment, sont libres. Il y aura un temps de questions à la fin, mais si quelqu'un a vraiment quelque chose d'insoutenable à demander immédiatement, surtout qu'il le fasse, qu'il ne se taise pas, pour que ça reste vivant et interactif. Je t'en prie, Dominique. À toi. Eh bien, bonsoir à tous et toutes et merci d'être venus. Merci à Pierre qui nous accueille ici. On est chez Bureau Libre, un concept qui a été développé par Génie des lieux, qui est un concepteur aménageur de locaux, pour justement regarder en live qu'est-ce que peuvent être les espaces de coworking. Je rebondis aussi sur ce que vient de dire Emmanuel. Si vous regardez les uns les autres et puis si vous adressez la parole tout à l'heure, on a des gens de tas d'entreprises différentes, Engie, BNP Paribas, Orange, citer quelques grands groupes. On a des gens qui sont dans les directions immobilières, des gens qui sont dans la RH, on a des aménageurs, on a des distributeurs, des fabricants de mobilier de bureau. On a des gens qui ont même eu une expérience syndicale dans des groupes. On a des gens qui sont des fournisseurs de solutions, conciergerie, applications pour les salariés, pour plus de bien-être pour les salariés. Donc il y a vraiment des tas d'expériences, des tas d'expertises convergentes qui peuvent créer un bouillonnement très positif. Alors, Flex Office, je pense d'abord qu'il faut dire que le Flex Office, ce n'est qu'une composante, ce n'est qu'une brique de quelque chose qui est plus global, qu'on appelle New Ways of Working. Alors ça m'amuse de plus en plus quand je vois NWAO, parce que comme on est un peu espiègle, on a déposé la marque NWAO, donc c'est une marque déposée.
bon entendeur pour celles et ceux qui l'utilisent quotidiennement dans leur activité. On demandera des royalties, en fait. Bon, alors il y a un phénomène massif qui est en train de se passer, qui est une évolution du travail, une évolution de la manière dont les gens exercent leur activité professionnelle. Qu'ils soient salariés, pas salariés, tout ça est tout à fait secondaire. Et en termes de lieux, on voit trois grands phénomènes. C'est une évolution des immeubles de bureaux dans lesquels les gens travaillent majoritairement. On voit l'éclosion d'espaces que j'appelle tiers-lieux, volontairement, ce tiers-lieu lui-même se subdivisant dans des espaces de coworking, donc du télétravail à la maison, du home working, puis du travail à peu près n'importe où. Et puis le télétravail à la maison, qui est la troisième composante. Donc on a évolution des espaces de bureau, tiers-lieu, espace de coworking, et puis le travail à la maison. Et ceci crée un contexte global dans lequel le flex office trouve assez naturellement sa place. Le flex office, c'est la mise à disposition de salariés dans des espaces de bureau, d'environnement de travail, d'aménagement, de mobilier différenciés pour répondre aux différentes activités que quelqu'un fait dans la journée ou dans la semaine. Je pense que la notion de flex, c'est ça avant tout. C'est-à-dire qu'on part d'une situation où, si on a l'image de téléperformance, il n'y a personne de téléperformance ici, de vastes plateaux en open space de bureaux, ou si vous regardez les films américains, de ce que les Américains appellent les cubicules, c'est-à-dire ces petits espaces cloisonnés qui a par centaines de positions ou milliers de positions dans des open space. On est dans cette situation héritée des années 70-80 avec des gens qui sont assignés à résidence à une position unique, souvent uniforme d'ailleurs, quel que soit ce qu'ils ont à faire dans la journée ou dans la semaine. Or, les sociologues du travail nous disent bien qu'aujourd'hui, un cadre, particulièrement, ou quelqu'un qui travaille dans le tertiaire de manière plus générale, il a à faire face dans la journée ou dans la semaine à entre 10 et 20 types d'activités différentes. J'écris un truc, je prépare une réunion, je fais du brainstorming, je débriefe la réunion, je dis du mal de mon patron à la cafétéria, etc. Je passe des coups de téléphone, appels sortants, appels rentrants, je fais des visios, je fais des conf calls, etc. Et que tout ceci, si on est assigné à résidence à une position de travail absolument uniforme, toujours la même, se fait dans des conditions qui ne sont pas optimum, qui ne sont pas ergonomiques. Si on prend l'analogie avec la maison, je la fais souvent, excusez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu, à la maison, quelle que soit en fonction de la taille de ce qu'on a comme appartement, on a une chambre à coucher où en général on dort, on a une salle à manger ou une cuisine où en général on mange, et puis on a un salon où on parle, où on regarde la télé. Au moins. Au moins. Voilà. Dans les deux sens, si je peux me permettre. Bon, alors. Et donc le bureau est très en retard là-dessus, parce que ça ne va pas me venir à l'idée de dormir sur la table de la cuisine. C'est très mauvais de regarder la télévision au lit. C'est très mauvais par ailleurs. Très mauvais. Voilà. Et donc le bureau avec sa position uniforme, vous êtes assis là sur ce bureau, quoi que vous ayez à faire, est très en retard sur ce qu'on a à la maison. Donc l'idée c'est plutôt de se dire, dans les univers professionnels, dans les workplaces, on va avancer sur des choses qui doivent être au moins aussi ergonomiques que ce qu'on a chez soi. C'est évident qu'on n'est pas assis pareil quand on regarde la télé que quand on joue aux cartes. Et le bureau il doit fournir ça. Donc le flex office, pour toi... Pour moi c'est ça. C'est ça. D'abord. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs intentions qui arrivent en convergence ou pas. La première intention, c'est ça, c'est donner aux salariés plus de capacité d'être performants en leur donnant des conditions améliorées d'exercice de l'activité qu'ils vont avoir dans la séquence de la journée. Donc, je vais en réunion, je reviens de réunion, je débriefe, etc. Rentabilité, efficacité. Première chose, c'est ça, de se donner plus de performance, alors que la performance, en étant mieux installée, elle envoie aussi des zones positives. Si je suis mieux installé et que je suis plus confortable, je fais ce qu'on appelle
Alors moi, j'aime pas trop le mot bonheur parce que c'est tellement loin de moi que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais enfin, qualité de vie. Il est juste à côté de toi, le bonheur. Qualité de vie au travail en tout cas. Et si on a une qualité de vie au travail, on sera sans doute mieux dans sa peau et mieux dans sa tête. Bon. Ça, c'est la première intention. Ensuite, une fois qu'on a regardé ça, il y a une autre intention. Pour moi, c'est l'intention. Voilà, il faut que les projets FlexOffice soient en cohérence avec ces différentes intentions. Il y a une deuxième intention qui peut venir tout de suite ou qui peut venir dans un deuxième temps par rapport à la première. C'est le constat que les environnements de travail, les workplaces, ne sont pas du tout utilisés à plein. La plupart des études et des observations qui sont faites dans les locaux tertiaires parisiens, enfin la grande région parisienne, montrent qu'une position de travail, là, c'est occupé entre 50 et 60% dans 50 et 60% des cas. C'est-à-dire que c'est libre au moins 40% des cas. Alors pourquoi c'est libre? C'est pas parce que les gens sont malades, c'est pas parce que les gens sont des feignants, comme dirait l'autre. C'est en général parce qu'ils sont en réunion, parce qu'ils sont en déplacement. Mais même en réunion, en salle de réunion, à 10 mètres de là. Bon. Alors quand on fait... Alors ça peut être l'intention première. C'est je suis aménageur, je suis patron de l'immobilier dans une boîte, je suis patron tout court de la boîte, je me dis que c'est quand même pas très rationnel, pas très malin, que j'ai 50% des espaces de travail qui ne soient pas utilisés. Donc je peux les concentrer pour que les salariés puissent quand même travailler. Donc je dois modifier l'aménagement dans des espaces plus réduits. Ça peut être l'intention seule. À ce moment-là, il faut le dire, il faut le faire. On a un projet, on est au 21e siècle, on dit aux gens, vous n'avez pas besoin de tous ces espaces, on va les transformer, on va les rationaliser, et on va en même temps essayer de les aménager plus confortablement pour que vous soyez bien quand même. Mais si on part de la première intention, celle que j'ai dite, c'est-à-dire on va vous donner des espaces et des aménagements adéquats par rapport à ce que vous faites, comme vous allez bouger pour aller prendre la position qui est la plus adaptée, vous n'allez pas être toujours à la même place, donc vous n'allez plus avoir position attribuée, parce qu'on ne va pas vous en attribuer 5 ou 10 en fonction des 10 choses que vous faites, et donc puisque vous ne serez pas toujours à la même place, il n'y a pas besoin d'avoir autant de place que de gens. Et donc effectivement, question de tout à l'heure, la deuxième étape du FlexOffice, c'est j'attribue des positions différenciées, et comme elles sont différenciées, les gens vont bouger, et comme ils vont bouger, il n'y a pas besoin d'avoir une position par personne. C'est dans ce sens-là que ça se fait. Il faut que ce soit dans ce sens. Merci beaucoup Dominique pour cette... chacun des intervenants reviendra évidemment après sur le débat. Alors Pierre, qui est évidemment d'abord notre hôte, troisième fois merci, hein, c'est mérité de nous accueillir, c'est jouer le jeu aussi de ce think tank qui fait circuler la parole et les points de vue. Alors, Pierre, vous êtes un aménageur avant tout, donc au départ vous intervenez en tant qu'aménageur, c'est-à-dire que l'entreprise qui veut démarrer une démarche FlexOffice, sans forcément par quel bout elle doit la prendre, elle va faire intervenir, surtout les entreprises d'une certaine taille, un aménageur. Et donc finalement, comment est-ce que vous abordez, vous, cette question du FlexOffice quand vous êtes sollicité d'abord pour un aménagement de bureau pur, quoi? Peut-être deux mots sur Génie des lieux, très rapidement. On est une société de conseil indépendant qui travaillons sur les lieux et les transformations des modes de travail. On ne vend pas de mobilier, on ne vend pas de solutions, de tiers-lieux sur des plateformes de réservation, on ne vend pas de travaux, on est vraiment conseil indépendant pour conseiller nos clients selon leur intérêt. Voilà, depuis 20 ans, on accompagne nos entreprises dans ces projets de réaménagement. Simplement pour citer 2-3 projets, actuellement, on travaille sur le siège de la Gardère, sur le réaménagement de France Télévisions, et puis le transfert du groupe Altis, SFR, BFM et Libération sur un nouveau site. Donc on a une expérience de projet depuis 3-4 ans sur des projets de flex, comme la Société Générale, des expérimentations sur BNP Paribas, sur BETC et puis sur Schneider, pour parler de cette évolution des solutions de FlexOffice qui développent depuis quelques années. Donc Bureau Libre, pour être très clair, c'est une marque de conseil qui développe depuis quelques mois une nouvelle offre de conseil spécifique au nouveau mode de travail nomade, voilà, d'accompagner sur ces transformations d'environnement et de mode de travail nomade. Et puis pour développer cette expertise, finalement, il nous a semblé très important de développer un lieu qui nous permet d'acquérir et de développer à travers une observation de ces nouveaux modes de travail. Donc c'est l'objet de ce lieu, le Bureau Libre Duplex,
qui est d'observer et de développer cette expertise sur ces nouveaux environnements de travail dont le flex office fait partie évidemment. Donc un acteur quand même majeur, il y en a d'autres évidemment, mais en tous les cas, Génie des lieux est un acteur majeur de cette transformation d'entreprise. Voilà, nous depuis 20 ans, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que le lieu devienne sens pour les collaborateurs dans un souci d'efficacité et de performance. Donc on a développé une cellule de recherche qui s'appelle Génie de Lab, c'est pas original, tout le monde a son lab, nous aussi, il n'y a pas de raison. Donc il y a trois sociologues, 2 ergonomes, pilotés avec le consortium de recherche de l'Île-d'Adam, le CERDEIA, qui développe de nouvelles pratiques sur le FM. Voilà, donc on s'inscrit dans cette problématique de recherche, d'expérimentation, puisqu'on est sur l'expertise. Alors il y a quelque chose qui est important de dire, c'est qu'évidemment toutes les sociétés qui interviennent, soit à titre pour elles-mêmes faire des économies, soit en étant un interlocuteur de ces changements de société, ont évidemment un intérêt financier à fonctionner, à croître, etc. Néanmoins, la recherche sur le flex office, ce qui émerge de la plupart des entreprises, c'est cette idée de réflexion, on en parlera tout à l'heure avec Christine, c'est-à-dire de vraiment ne pas subir cette transformation de la société et de l'accompagner, même de la solliciter, même positivement. Donc là, justement, quand ces entreprises, elles arrivent, elles viennent vers vous avec une demande qui peut être parfois, comme disait Dominique, assez immobilière, assez mobilière. Moi, ce que j'ai bien compris, puisqu'on en a parlé un petit peu avant, c'est de dire que c'est pas seulement ça, en fait, le flex office pour vous dans l'accompagnement. Non, en effet, c'est bien sûr, c'est pas simplement le flex office et de supprimer des postes de travail sur un plan. Si c'est que ça, c'est relativement facile. L'enjeu du flex, c'est d'aller sur des questions de serviciel. On est sur la logique du service à l'occupant dans le développement de l'économie numérique. Et donc l'enjeu, c'est de développer un nouveau service à la personne. Le salarié n'est plus que salarié, il est client interne. Et il faut développer ce service pour lui offrir les meilleures conditions d'efficacité, de performance dans son travail et de bien-être également. C'est vraiment ces questions-là. Donc il y a une nouvelle fonction finalement qui apparaît dans les entreprises, c'est de développer la notion de ressources. Il y a eu les services généraux, les directeurs de l'environnement de travail. Maintenant, ils rajoutent le terme service aux occupants. Donc on est tout à fait dans cette logique où il faut apporter un service véritable. On va sur le concept de pur hôtel. Voilà, on est comme à l'hôtel. Jusqu'à Google. Jusqu'à Google, qui n'est pas nécessairement, à mon avis, une référence à développer, mais qui est un exemple intéressant à souligner. Mais pour d'autres raisons. Voilà, donc je pense que c'est important de développer cette notion de liberté. Enfin, moi, la définition du flex office qu'on apporte, c'est de laisser la liberté finalement aux collaborateurs de pouvoir travailler là où ils le jugent pertinent. Le collaborateur est le seul juge finalement de savoir à quel endroit, c'est-à-dire quelles conditions, avec quel équipement il doit travailler, parce qu'il est propre, il est autonome dans son travail. Voilà, on va sur l'autonomie, le lien de subordination, de confiance. Voilà. Pendant des années. Non, c'est compliqué, mais il y a une évolution, une transformation qui est à mon avis un peu incontournable. Le lien de subordination tend à diminuer vers plus d'autonomie. Le lien de subordination, c'était le travail prescrit. Tu fais ça avec un responsable qui encadre, dans un temps encadré, dans un espace dédié. Tu es à ce poste de travail. Voilà. Et aujourd'hui, l'autonomie, c'est à la fois sur le travail en termes d'objectifs, en termes de management, la confiance, le travail à distance, et puis le temps de travail se mélange entre temps individuel et temps de travail, et puis également donc le concept de bureau libre, la liberté de travailler là où on le souhaite, tend à devenir une évidence, à mon sens. On a eu, juste pour vous préciser, pour ceux qui n'étaient pas là, la dernière réunion qui était début juin ou fin mai, vraiment une conférence très intéressante sur la notion de télétravail avec Xavier de Masneau, qui est la référence avec son think tank The Village, qui est également partenaire de NOAO. Et donc on voyait tous les enjeux de ce télétravail, qui est loin d'être aussi simple que ce qu'on voudrait bien dire. C'est pas simplement prendre 1 ou 2 jours pour faire ce qu'on veut, oui. C'est pas si... Voilà, donc ça fait le lien finalement. Je pense que quand on parle de flex office, c'est une accroche, mais il ne faut surtout pas rester au milieu du gué, travailler sur la mobilité interne au bâtiment. Il faut traiter la mobilité dans sa globalité finalement, la mobilité externe et la mobilité interne. Donc
cette liberté de travailler là où on le souhaite, ça englobe le télétravail domicile, le télétravail dans des tiers-lieux pour ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ne veulent pas, ou qui en ont marre au bout de 6 mois ou 1 an de travailler dans des tiers-lieux professionnels, dont ici est un exemple qui se veut être démonstratif des possibilités, et puis de mobilité dans l'entreprise, dans des tiers-lieux existants, pour coworking, ou dans le flex office. Mais l'offre de services aux collaborateurs doit être aujourd'hui globale. Ok, merci à toi. Alors Christine, donc j'ai pas forcément bien présenté. Alors quelle est réellement votre fonction au sein de Orange? Parce que ça qui me paraît intéressant, c'est que on a des entreprises qui sont absolument à l'écoute de ce qui se fait aujourd'hui dans notre société, qui entendent ces demandes des salariés parfois ou des demandes de dirigeants de flex office, mais qui ne se jettent pas à corps perdu immédiatement dans cette bataille-là sans avoir un peu étudié la chose et réfléchi sur ces sujets-là. Et je crois que c'est un peu ça l'idée, c'est que ces sociétés-là, elles réfléchissent et elles regardent l'ensemble des exemples qui sont, pas que en France évidemment, dans le monde entier. Alors, comment est-ce que vous abordez ça chez Orange? Alors en fait, chez Orange, moi je suis chef de projet et j'accompagne un projet qui effectivement réfléchit à comment faire travailler ensemble toutes les équipes qui sont concernées par l'espace de travail et l'environnement de travail. Alors, vous en avez cité l'immobilier évidemment, les services généraux, mais aussi les ressources humaines. Donc nous on considère, comme vous l'avez très justement dit, qu'en fait un des enjeux, c'est les nouvelles formes de travail, c'est la transformation du travail tertiaire. On n'en est qu'au début probablement, et on a du mal à évaluer tous les impacts de l'évolution de ce travail. Donc on voit bien que comment finalement créer des espaces de travail qui vont répondre à cette transformation. C'est tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui, à la fois la transformation qu'on souhaite dans l'entreprise, la transformation qui vient des nouvelles générations qui ont des attentes différentes par rapport au travail, et puis la transformation liée aux outils technologiques, parce qu'en fait ça transforme aussi beaucoup le travail, et des attentes sociétales qui sont aussi différentes de ce qu'on pouvait connaître dans le passé. On cite beaucoup la mobilité, mais effectivement pouvoir travailler chez soi, c'est quand même une des très grandes avancées des 10 dernières années versus notamment en Ile-de-France, le temps de passer dans les transports. En même temps, moi ce qui me frappe dans ce qui a été dit et qui est un sujet pour nous, c'est qu'en fait on a une appréhension du poste de travail comme une chose très individuelle. On l'a beaucoup dit, le poste de travail, c'est à une personne. Moi, je crois que l'enjeu du travail de demain, c'est le travail collectif. C'est le travail d'équipe, le travail collaboratif. Et vous l'avez aussi très justement dit au début, en fait, on voit qu'on a une opposition entre les positions individuelles, qui occupent tout l'espace aujourd'hui, en tout cas une grosse partie de l'espace, et les espaces collaboratifs qui sont aujourd'hui des salles de réunion qui sont plus ou moins adaptées en fait, au travail collaboratif. Et donc, il y a des enjeux à la fois de mode de travail, de mode de fonctionnement, de mode de management, mais aussi des enjeux économiques. Parce que si effectivement on doublonne, je dirais, les espaces individuels et les espaces collectifs collaboratifs dont on a besoin, c'est un peu la quadrature du cercle. Mais pourquoi Orange, les autres sociétés n'ont pas plein d'argent acheté par la fenêtre? Est-ce que c'est ça la vraie question? Je crois pas. Non, c'est ça l'histoire. Non, je crois pas. Je crois pas qu'effectivement on ait de l'argent à jeter par la fenêtre sur ces sujets-là. Je crois qu'au contraire, on souhaite avoir une réflexion aussi sur comment on utilise l'espace, comment on utilise les bureaux. Et peut-être que le modèle d'aujourd'hui du grand building de bureaux n'existera pas dans 20 ans. Donc nous, on essaye d'avoir une vision prospective tout en tenant compte en fait, de la réalité de ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est ça notre enjeu. En fait. Je voudrais rebondir un petit peu là-dessus pour que on fait des liens aussi avec les autres conférences qu'on a pu faire, et notamment sur celle animée par Paul Riosset, qui est juste derrière, là-bas, sur les différentes problématiques de management intergénérationnel. Et on se rend compte que les prospectives des sociologues disent, voilà, dans 20 ans, 80% des emplois n'existent pas encore aujourd'hui. Donc oui, le paysage des entreprises et puis du salariat ou du fonctionnement professionnel d'un individu va de toute façon être bouleversé dans les 20 ans qui viennent. Et donc c'est là l'enjeu, c'est de le prendre tôt comme ça. Alors le retour d'expérience, parce qu'il y a déjà quelques programmes qui ont été faits chez Orange, votre retour d'expérience, il dit quoi sur ça? En fait, on a assez peu d'expérience du flex, pour être tout à fait clair. On s'interroge en fait sur l'évolution des espaces. On parle d'ailleurs plus
Alors, sans faire de la sémantique d'environnement dynamique de flex office, parce qu'effectivement, l'objectif, c'est pas tellement... Et vous avez vu, en fait, qu'on présente le flex office comme un moins, c'est-à-dire, en fait, j'ai pas de place attribuée. Alors qu'en fait, un des enjeux, c'est de multiplier, en fait, les situations de travail qui vont être adaptées à ce dont j'ai besoin. Et en fait, je suis sûre que le flex, si on le voit comme j'ai plus de place attribuée, c'est sûr que ça sera difficile à faire passer dans l'entreprise. Et qu'on a besoin, et je pense que c'est humain, d'avoir un espace de référence, et que c'est cette question-là aussi qui est posée dans les nouveaux espaces de travail. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais... de toute façon, on va faire... Mais c'est vrai que l'enjeu, et c'est ça que Christine dit, c'est on intègre de plus en plus maintenant cette composante RH dans la réflexion du flex office. J'ai envie de dire heureusement. Et il était temps, mais c'est vrai que dans beaucoup d'entreprises qui sont parties billes en tête sur ce flex office, sans doute qu'ils l'ont oublié, cette partie RH, ou en tous les cas pas toujours valorisée comme il se doit. Et c'est pour ça qu'il nous paraissait intéressant de se concentrer aussi un petit peu sur l'humain, l'individu à proprement dit, mais pas seulement l'individu salarié, ça peut être l'individu de direction, manager, et parce que ces enjeux sont également des enjeux pour tout le monde dans l'entreprise. Et là, il y a une réflexion qui a déjà bien avancé, qui est entre autres portée par la Fabrique Spinoza et Alexandre ici représenté, sur quand même, globalement, oui, d'accord, c'est important qu'une entreprise gagne de l'argent, sinon elle ne survit pas. Mais ça ne peut pas être son seul but sociétal. Et finalement, le but ultime, c'est que tout le monde soit épanoui dans son travail, dans sa vie personnelle, dans l'éducation de ses enfants, dans toutes ces sphères-là. Et donc, vous avez la Fabrique Spinoza qui réfléchit sur ce bonheur citoyen, quels que soient les prismes par lesquels on l'aborde. Et on a vraiment eu envie qu'Alexandre intervienne ce soir. Et au-delà de ce soir, on a une réflexion ensemble sur et le think tank NWOW et la Fabrique Spinoza qui sont maintenant partenaires sur ce projet de Flex Office entre nous pour la rédaction d'un livre blanc de bonnes pratiques pour justement ne pas oublier cette dimension humaine, même si on ne peut pas nier la dimension immobilière, financière, rentabilité, efficacité, agilité, heureusement. Mais quand même, au bout du compte, on a tous envie d'être heureux quand même dans notre vie. Donc Alexandre, est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là ? Avec grand plaisir. Merci beaucoup Emmanuel. Effectivement, à la Fabrique Spinoza, on se voit comme le mouvement du bonheur citoyen. Et donc notre objectif, c'est de rassembler des communautés de gens pour réfléchir en tant que citoyen ou en tant que chercheur, ou même en dialoguant entre les deux, eh bien, à la question du bonheur dans toutes les sphères de la société. L'école, comme tu disais, évidemment le travail, mais aussi la santé, le logement, etc. Donc oui, moi ce sujet il m'intéresse énormément et le chemin que j'avais envie de faire avec vous, c'est de réfléchir au lien entre Flex Office et épanouissement au travail, ou bonheur au travail. C'est pour toi. Faut pas que les mots clivent, il faut que les mots rapprochent plutôt qu'ils ne clivent. Et donc pour commencer, j'ai envie de prendre un contre-pied, mais finalement, est-ce que c'est vraiment si important l'endroit où on travaille ? Enfin, les syndicats, je trouve, ont la parole dure, mais ferme, et disent parfois ce qui compte, c'est pas la qualité de vie au travail, c'est la qualité du travail. Donc, pour commencer, on pourrait dire finalement, ce qui rend heureux, c'est quand même pas tellement les enjeux d'immobilier ou d'organisation des bureaux. Pour aller dans ce sens-là, il y a un sociologue que je trouve intéressant, un psychosociologue, qui s'appelle Pierre-Éric Sutter de Marsab. Lui, il dit qu'en termes d'épanouissement au travail, les gens s'estiment insatisfaits de l'endroit où ils bossent lorsque tout le reste va mal. Et il appelle ça la valeur refuge. Je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'on ne voit pas Steve Jobs ou je ne sais pas qui, ou Bill Gates dans son garage en train de se plaindre du manque de lumière ou de la manière dont est organisé son garage. Peut-être qu'en fait, il peut justement aller prendre une douche à 3h du matin après avoir travaillé toute la nuit sur ses innovations. Mais je trouve ça intéressant de se dire que, de prime abord, finalement, l'endroit où on travaille est plutôt un refuge, comme l'est la rémunération, sauf pour les gens qui n'ont pas suffisamment pour vivre. Pour le dire plus finement, c'est lorsque les gens ne trouvent pas de reconnaissance, pas une bonne organisation du travail, pas de sentiment d'utilité, toutes ces choses-là, qui disent « Ah, les bureaux, ça ne me va pas ». Alors,
prenons le contre-pied du contre-pied, et pour autant, quand même, on va se faire un petit coup de Maslow, voilà, c'est un peu la tarte à la crème, tu l'as déjà dit, la tarte à la crème, mais c'est la base de l'être humain, pouvoir respirer, avoir de la lumière, de l'espace, et donc le flex office, il a des conséquences là-dessus aussi. Pour rappel, si j'ai envie d'amener de la lumière naturelle quelque part, eh bien, je peux mettre des fibres optiques, ça coûte 25 000 € pour une pièce d'environ 100 m². J'amène ce chiffre juste pour dire que des fondamentaux comme air, lumière, bruit, etc., finalement, on est en train de réévaluer leur place et de se dire que dans l'environnement de travail, eh ben, ça compte énormément parce qu'on est quand même des êtres physiques et on a tendance à oublier à quel point on a un corps, et même au travail, on a un corps et des émotions jusqu'au travail. Et je pense que c'est important de l'amener, de l'apporter. Je ne sais pas si on dit amener ou apporter pour un corps. Alors, si on poursuit notre petit chemin, toujours pareil, l'endroit où je travaille, en plus d'être un socle, c'est plus que ça, c'est un environnement de vie. Et aujourd'hui, on parle, on l'a un peu évoqué, mais on dit parfois disparition de la frontière entre vie privée, vie pro. Quand je parle d'équipe vie privée, vie pro, ça m'amuse toujours parce que je revois cette salariée de l'agroalimentaire qui, lorsqu'on lui demandait si c'était important, disait oui, pour moi l'équilibre vie pro, c'est vraiment important. Et je trouve qu'on lui a montré qu'elle allait faire un lapsus et on n'a pas eu besoin de faire beaucoup de psychanalyse pour interpréter ce que ça veut dire. Bref, moi je ne crois pas à la disparition de la frontière, mais plutôt au fait qu'il y a une convergence entre les deux mondes. On travaille chez soi, c'est vrai que moi j'ai envie d'être heureux, épanoui et chez moi au travail. Et donc cette convergence, elle fait que finalement, le bureau est certainement beaucoup plus un lieu dans lequel peut se produire ou pas l'épanouissement. Et aussi, CF point en avant, parce que j'y amène mes émotions et je m'y apporte en intégralité. Alors, quand on dit ça, on a quand même un souci qui est que dans la recherche sur le bonheur, il y a un concept super important. Et pour nous y amener, je vous pose une petite devinette, c'est quel est le temps moyen de vie d'un post-it sur un frigidaire ? Bon, on ne voit pas le lien tout de suite avec le thème Flex Office, mais on va retomber sur nos pieds. Flex Fridge. Combien de temps un post-it sur un frigo ? Regarde. 1 mois ? Une semaine. 1 semaine ? 2 jours ? 3 ans. Ouais, je vais garder 2 jours ou 3 ans. 2 jours ou 3 ans, parce que ou bien je le traite et ça y est, c'est fait, j'enlève le post-it, ou bien il est là, et qu'est-ce qui se passe ? Peut-être qu'il y a un truc pas important dessus, mais en tout cas, mon cerveau, il a neutralisé le post-it, il ne le voit plus. Mon cerveau, c'est une machine à détecter la nouveauté, et donc, au bout d'un moment, il est neutralisé. Ça s'appelle l'adaptation hédonique. Ça veut dire que tout changement structurel dans ma vie, le post-it, la taille de l'appartement, ma femme parfois si j'habite pas mon couple, tout ça, bon, moi je viens de me marier donc j'ai encore la chance de pas être là-dedans, mais bon, pensons-y pour nous tous étant des travailleurs mais aussi ayant une vie amoureuse, je nous souhaite. Bref, l'adaptation hédonique nous dit que un bureau est un lieu auquel on s'habitue pourvu qu'il soit structurel. Et je trouve ça intéressant de se dire que, en revanche, le flex office, parce qu'il est par nature changeante et qu'il affecte les relations, les modes de gouvernance, on ne s'y habitue pas. En d'autres termes, un bureau magnifique de 20 mètres carrés, j'augmente de 5 mètres carrés. Ces 5 mètres carrés, au bout d'un moment, je ne les vois plus, parce que mon cerveau s'y est habitué, c'est neutralisé. Hein, c'est Diener qui dit ça en 2005. En revanche, des lieux de travail avec flexibilité, on peut postuler qu'il y a en permanence un effet sur la manière dont je me sens au travail. Positif. Un effet... Alors, qualifie-le. Vas-y, ose. En tout cas, un effet répété du fait de changer d'endroit en permanence, de pouvoir m'y adapter. Soit c'est de l'instabilité qui est créée, Effectivement. donc ça c'est négatif, soit c'est au contraire une forme d'agilité, de veille. Exactement. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport à l'idée, tiens, on va mettre de l'argent dans l'immobilier, on va rendre les bureaux plus grands, là, le fait de les rendre flexibles, c'est sûr que ça a un impact. Voilà. Et bon, plus positif, on peut poursuivre la réflexion ensemble. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je vous amène, c'est que... T'as un avis. Tout ce qui... je vais poursuivre le fil de mon raisonnement parce que j'arrive sur d'autres thèmes. Tu vas voir qui, je pense, y répondent. Alors, où est-ce que ça modifie également les choses ? Le flex office, il a un impact sur la convivialité. Il a un impact sur la convivialité dans la mesure où les personnes que je vais fréquenter, statistiquement, vont varier plus que précédemment.
Alors, toujours pour avoir un point de vue mesuré, quand Gallup pose des questions sur l'épanouissement et l'engagement au travail, dans son enquête de 12 questions annuelles faite dans plein de pays du monde, il demande « Est-ce que vous avez un bon ami au travail ?» Si on répond positivement à cette question, là on a entre 20 et 40% de chances d'être plus performant et plus heureux au travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avoir, enfin non, il y a pas, je vais redire la même chose. Ça veut dire que c'est fondamental, que le lien social au travail est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'épaisseur du trait. Alors si on se fait l'avocat du diable, dans le flex office, je vais peut-être moins être super copain avec les gens qui sont autour de moi, parce que je bouge. Moi, mes deux meilleurs amis, qui ont tous les deux failli être témoins, mais bon, ils ont raté le coche à mon mariage parce que j'avais ma sœur et puis il y avait Cyril. Bref, bon, s'ils voient la vidéo, en tout cas, ils ont failli être témoins. Thibaut et Thomas, c'est très très bons amis, et ben on a partagé la même pièce pendant des années. Et ça a probablement participé à notre productivité, d'avoir créé des liens aussi forts. Maintenant, dans l'idée même de convivialité, il y a un autre phénomène important, c'est la capacité à travailler avec n'importe qui. Et là-dessus, ce que je pense important, c'est de souligner l'impact entre la qualité de la communication et le travail. Et je vais prendre un exemple. Lorsque un nombre croissant d'entreprises adoptent des petits gimmicks, des petites habitudes en début de réunion qui consistent à refluidifier les liens entre les personnes. Minute météo, météo intérieure, comment tu vas, on prend des nouvelles. Elles acceptent sur 1h30 de réunion de consacrer 5, 10, parfois plus de minutes à ça. Parce que de toute façon, sur 1h30 de réunion, il y a plein de temps improductif. Autant en prendre un pour être des humains entre nous. Et ils observent qu'en faisant ça, ils créent une qualité relationnelle entre les gens qui fait qu'on prend des meilleures décisions, on est plus créatif, on s'écoute, on comprend pourquoi l'autre fait la tête. Et du coup, on l'attribue, on ne se le prend pas dans la figure, ou moins, on ne le prend pas pour soi, et ainsi de suite. Je dis ça pour souligner qu'une organisation des bureaux qui permet de créer des liens conviviaux entre les individus, pas forcément qui travaillent tous les jours ensemble, a probablement un impact positif en tant que mettant les gens en capacité de travailler lorsqu'ils se retrouvent sur le même projet un jour. Altruisme. L'altruisme et la solidarité, c'est quand même un alpha et un oméga très important dans le monde du travail. De plus en plus des gens sont en mode projet, sont obligés d'aller au-delà de l'organigramme. C'est-à-dire à un moment faire appel à quelque chose de plus profond qui est de l'empathie, la générosité, parce que l'autre, eh ben, il est un peu mal, et c'est pas dans ma fiche de poste, mais bon, là, je vais aller l'aider. Et ce que la science nous dit, c'est que l'altruisme, ce qui est d'ailleurs une explication du racisme, l'altruisme se dirige vers les gens qui sont considérés comme des partenaires de coopération. Couleur de peau, je t'ai vu, je t'ai pas vu, on vient du même endroit, etc. Peu importe, mais il y a quelque chose qui, à un moment, fait que ces gens se labellisent comme des partenaires de coopération. Inconsciemment. Inconsciemment, la plupart du temps. Et je pense que le flex office permet, et c'est une hypothèse, de créer ce sentiment de partenariat de coopération qui derrière génère de l'altruisme naturel. Et pour rappel, l'altruisme naturel au travail, c'est quand même l'alpha et l'oméga qui permet à des managers de ne pas avoir demandé à quelqu'un d'aller aider quelqu'un d'autre, mais les gens le font naturellement. On est quand même plus heureux quand on bosse comme ça. On reviendra un petit peu après là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est qu'aussi on puisse faire circuler la parole. Très bavard, mais non, au contraire. Est-ce que Dominique, ça y est, le mot bonheur, tu es réconcilié avec ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît intéressant dans le flex office? Non, mais je suis tout à fait plein de souhaits que les témoins qu'Alexandre n'a pas retenus n'aient pas sombré dans le malheur et qu'elle ne lui en veulent pas, et qu'ils soient toujours ses amis. Donc je leur dis à la caméra, ne lui en veuillez pas, il vous aime toujours. Moi je souscris pleinement à ce qu'a dit Alexandre. Je crois que cette idée de flex office, ces projets, et c'est pour ça que c'est important de marteler sur la question de l'intention, ils ne peuvent pas être une fin en soi. De la même manière que, moi j'ai mis un baby-foot dans l'immeuble que j'ai aménagé, enfin, j'ai contribué à l'aménagement, partout où je vais, je vois des baby-foot ou des tables de ping-pong. Mais enfin, j'ai été amené à intervenir sur ce sujet à l'ARCEG, qui est une association de directeurs des environnements de travail, où nous avions
des prestataires de solutions. Alors celui qui vend de la conciergerie, celui qui vend des espaces paysagers, celui qui vend des senteurs et des parfums dans les appareils de clim, et chacun de m'expliquer combien tout ça mis bout à bout faisait la qualité de vie au travail. Mais pas du tout, parce que ce qui fait la qualité de vie au travail d'abord, c'est que vous vous levez le matin en n'ayant pas l'estomac noué, en vous disant est-ce que mon chef va me pourrir la journée, est-ce que ce que je fais c'est intéressant, est-ce que les gens avec qui... voilà. Alors si ce que je fais est intéressant, si mon chef me laisse de l'autonomie, si je travaille avec des gens avec qui j'ai de l'empathie, si en plus je suis payé assez correctement par rapport à ce que je pense, ou en tout cas suffisamment pour couvrir les dépenses que j'ai à faire, évidemment, tant mieux si après il y a un baby-foot. Hein. Mais vous pouvez couvrir l'immeuble de baby-foot. Si le chef est chiant, que vous n'avez pas d'autonomie, que ce que vous faites n'a pas d'intérêt, et que vous n'avez pas d'empathie avec les gens, vous n'aurez jamais de qualité de vie au travail. Jamais. Donc la question immobilière et la question de l'aménagement mobilier sont des choses importantes, mais sont des choses qui viennent en conséquence d'une intention qui est comment... Alors, moi, l'anthropomorphe, moi, entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est, moi, l'entreprise? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais comment, moi, entreprise, j'envisage que sera l'organisation du travail dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Bon, et évidemment, en fonction de la réponse que je vais donner, l'organisation des workplaces, la stratégie que je vais mettre en place du mix, bureau, tiers-lieu, télétravail, sous-traitance, etc., ne sera pas la même. Si ma vision, moi, supposons que je sois patron d'une grande entreprise, si ma vision, elle est que pour des raisons stratégiques, ma vision, c'est que dans 10 ans, j'aurai 80% de CDI qui bosseront au siège de la boîte, Google, que je ne sous-traite rien, Google, que j'interdis le télétravail, Google, évidemment, j'ai des aménagements qui sont compensation. Qui sont en ligne de ça. Et évidemment, comme j'interdis le télétravail, comme les gens ils bossent 18 heures par jour, comme j'interdis qu'ils aient des contacts avec des boîtes concurrentes, fournisseurs, etc., j'aménage les choses pour que ce soit leur deuxième chez eux. En réalité, leur premier chez eux. Bon. Si ma vision de la boîte, elle est que l'informatique, je la sous-traite, que les fonctions centrales, comptabilité, juridique, etc., je les sous-traite, que tout ce qui est call center, je le sous-traite, et que finalement, je me concentre sur un core business où, par rapport à l'existant, j'aurai dans 10 ans 50, 30% des personnes qui seront encore des salariés de la boîte, que ces mêmes salariés de la boîte, ils vont passer 2 jours chez eux et 3 jours au bureau, ma stratégie immobilière et ma stratégie d'aménagement, elle ne sera pas la même. Et ça, c'est une question qui n'a rien à voir avec l'immobilier. Et dans l'expérience que tu as pu avoir, par exemple, sur le projet de 2500 personnes, quelle est la part de l'investissement financier orienté vers l'aménagement et l'immobilier, et quelle est la part sur l'accompagnement de l'individu? Est-ce que ces enjeux-là sont compris à ce point? Est-ce que ça va au-delà du discours? Alors, il se trouve qu'on a dans la salle la personne qui a porté le plan d'accompagnement de ce projet, donc elle pourra me faire les gros yeux ou compléter ce que je dis. Alors, il y a un point qui est intéressant dans le petit questionnaire qu'on a fait, c'est qu'il y a eu 0 personnes qui ont dit le bureau individuel attribué, c'est le deuxième chez moi. C'est dans drôle. la salle. Parce que nous, ce qu'on a vécu, c'est tout l'inverse. C'est que dans ces environnements de travail non attribués, etc., on a toute une couche de population à qui une promesse marketing, une promesse, qui est souvent une promesse de carrière, c'est de dire, quand tu es petit, tu es à plusieurs, et puis quand tu deviens un peu grand, tu auras un bureau à 2, puis que tu seras encore plus grand, tu auras un bureau tout seul, que le bureau il fera 2 trams, puis quand tu seras vraiment chef, tu auras 3 trams, puis un jour si tu es grand chef, tu auras 4 trams, puis tu auras une place de parking avec ton nom, ton numéro d'IMAT au pochoir dans le parking. Évidemment, place de parking juste en face de l'ascenseur, car il est bien connu que plus on est chef, moins on peut marcher. Bon. Bon, voilà. Et puis tout d'un coup, on dit aux gens, end of the story, c'est une blague. On
arrête ces conneries, puis vous y croyez quand même pas, puis vous n'allez pas me dire, Alexandre, que vous attachez de l'importance à la taille de votre bureau. Non, pas vous. Ce qui compte, c'est des succès partagés, c'est des joies d'équipe. C'est voilà. Donc naturellement, vous n'y attachez pas d'importance. Et Alexandre, forcément, dit bah bien sûr, j'attache pas d'importance à ça. Tu rêves. Moi, je m'en fous de la taille de mon bureau. Et donc, je vais enlever les photos, je vais enlever les trucs, etc. Sauf que c'est quoi l'histoire de remplacement? C'est quoi l'histoire de remplacement? C'est ça la question. Et l'histoire de remplacement, à nouveau, on ne va pas la faire porter à un directeur de l'immobilier, à un aménageur ou à un directeur de l'environnement de travail. L'histoire de remplacement, c'est un projet d'entreprise, projet RH, comme on veut, qui va permettre aux gens d'adopter des nouveaux modes managériaux, des nouveaux modes comportementaux, des nouveaux modes collaboratifs, qui vont faire que ceci va devenir secondaire. Et soyons clairs, des projets qui transforment la vie, nous c'est sur 2500 personnes c'était le cas, qui transforment la vie d'à peu près 400 personnes qui avaient un bureau individuel attribué fermé pour les mettre dans des environnements partagés, on adresse des choses profondes qui sont de l'ordre de l'intime, de ma relation au travail, de ma relation aux autres, de la relation à mon statut, de qu'est-ce que je raconte chez moi, qu'est-ce que je raconte à mes amis sur comment se déroule ma journée de travail, etc. Donc si ces trucs-là disparaissent, qu'est-ce qu'il y a à côté? Donc ça s'accompagne. Et nous, on a mis 1 an et demi, je pense, 2 ans, 1 an et demi de programme d'accompagnement sur ce qui n'est pas seulement comment vivre autrement dans un environnement différent, c'est comment manager différemment, comment remplacer le management présentiel, traditionnel, à la papa, t'es là, fais ci, fais ça, à du management par objectif, avec de la délégation, de l'empowerment, accountability, je ne sais pas comment on dit en français, qui soit basé sur un mode relationnel, qui soit très différent. Après, on peut en discuter à l'infini. Hein. Moi, ma fille est en 5e, je me souviens de ma 5e à moi, où il y avait déjà le débat, où est-ce qu'on note le résultat, où est-ce qu'on note l'effort, et que les profs, ils préféraient les élèves qui sont plutôt bons, mais qui font des efforts, plutôt que les très bons qui soient cool douce, c'est très clair. Or maintenant, cette question-là, c'est fini, on va dire, je te donne un boulot à faire, tu me le rends dans une semaine, vous êtes 5 ou 6 à travailler ensemble, et comment vous faites ensemble? Vous vous démerdez pour le faire entre vous, parce que je ne sais pas où vous serez, de toute façon. Vous serez chez vous, vous ferez peut-être avec des gars qui bossent à Singapour ou à Bordeaux, et puis à la fin, on me le rend. Moi, je suis là pour vous aider s'il y a besoin. Donc, en gros, le flex office, c'est pas seulement de mettre un baby-foot au milieu d'un open space, c'est autre chose. Donc, est-ce que l'aménageur, c'est celui qui amène le baby-foot? Qu'est-ce qu'il fait, le génie des lieux, dans ces cas-là? Comment est-ce que vous intervenez? Jusqu'à quel point vous pouvez intervenir dans cette réflexion, dans cet accompagnement de l'entreprise vers un nouveau mode de fonctionnement? Et est-ce qu'on peut déplacer le baby-foot d'une pièce à l'autre? Je ne vais pas répondre sur le baby-foot, si vous permettez. Avant de répondre à cette question, un point de détail un peu technique, je ne pense pas que le flex office soit moins de positions de travail. C'est plus de positions de travail individuelles par personne. Là, je joue un petit peu sur les mots, mais je pense que c'est important dans le discours. En effet, il y a moins de positions de travail dites individuelles, mais il y a plus de positions de travail dites collectives. Donc, globalement, il faut arrêter de parler de positions avec des ratios de 0,8, de 0,5, de 0,7. Il faut parler de ratios qui englobent des positions de travail collaboratives, et donc de parler de ratios autour de 1,4, 1,5, 1,8, voire 2 positions de travail par personne. Et là, le langage, la perception et l'image du projet est différent. Voilà, parce que de plus en plus, qu'est-ce qui différencie une position de travail dite individuelle d'une position de travail dite collective? Les industriels du mobilier de bureau ont beaucoup de solutions créatives pour mélanger les genres, et tant mieux. Voilà, donc ça c'est important d'aller sur cette notion de territoire collectif et non plus de territoire individuel. On est sur un territoire collectif affecté à une équipe de 20, 50, 100 personnes.
dans lequel il faut définir des services à l'occupant. Et donc, la première action à faire pour accompagner une entreprise qui a un objectif de transformation de ses environnements de travail, c'est travailler sur les usages, sur les services. Quels sont les services que les occupants, collaborateurs, managers attendent pour être efficaces dans leur travail? Quelle est la valeur de ces services? Comment mesurer cette valeur de service? C'est toute la question qui est très complexe. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par des phases d'expérimentation, d'observation, un travail de sociologue, d'ergonome, pour travailler et co-construire avec les managers. C'est eux et les collaborateurs qui ont la connaissance pertinente de leur activité. C'est pas le Space Planner. On n'est pas là pour imposer une solution. Le Flex Office, c'est encore moins un modèle standard à imposer. C'est un dispositif d'accompagnement qu'il faut mettre en place. On a imposé l'open space, on a vu les problèmes que ça pouvait arriver, qu'on pouvait avoir quand on a imposé un modèle comme l'open space. Si on commence à imposer un modèle standardisé comme le Flex Office dans des entreprises, on va sur des très grandes difficultés s'il n'y a pas ce travail d'accompagnement global de transformation avec des prérequis qui est le zéro papier, bien sûr, le travail de numérisation, c'est un préalable, on n'en parle pas, mais toutes les entreprises ne sont pas encore dans des processus de numérisation. Donc c'est une tendance très lourde, très forte, mais chaque entreprise doit y aller à son rythme, selon son histoire, sa culture, son projet. Voilà, je pense que c'est important d'aller sur cette démarche progressive. Et puis travailler sur la notion de nom. Voilà, le Flex Office, c'est le titre officiel. Franchement, je pense qu'il faut évoluer sur ce terme, trouver d'autres noms qui soient plus porteurs, plus de sens, de dynamisme, de liberté, voilà, les solutions d'environnement dynamique. Pourquoi pas, de share destiny. Enfin, il y a beaucoup de mots techniques, mais qui ne renvoient pas nécessairement à cette notion de liberté, de bonheur au travail. Non mais absolument, j'étais en train d'écrire pendant que ça parlait. Donc ça, c'était les différentes intentions, hein. Donc elles sont évidemment très schématisées, dont on a pu parler tout à l'heure, l'intention immobilière et financière, qu'il ne faut pas, à mon avis, négliger. C'est une porte d'entrée vraiment logique en gestion de bon père de famille d'une entreprise. L'intention de l'efficacité collaborative, rentabilité, etc. Ça, c'est des notions importantes également. Encore une fois, ce n'est pas anormal qu'une entreprise attende de son salarié qu'il soit efficace à son travail, bien à sa place, entre guillemets. Et l'intention humaine, le bien-être, le bonheur, la qualité de vie au travail, tous ces aspects-là, qui sont parfois brandis, pour ne pas dire brandés, avant le reste, mais qui sont rarement poussés très loin. Et donc c'est sur ces trois aspects-là qu'en fait nous parlons depuis tout à l'heure. Alors, tu voulais intervenir sur... Oui, en fait, sur le deuxième point, je ne sais pas si finalement je mettrais nécessairement collaboratif en même temps qu'efficacité. Oui, il y a un lien, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai l'impression, un peu inspiré par ce que tu disais Dominique tout à l'heure, c'est quelle est la vision de l'entreprise à X années, que le Flex Office, il détermine une certaine gouvernance. Et que par gouvernance, je veux dire la manière dont l'information, le pouvoir, la participation est répartie entre les gens. En fait, s'il y a un Flex Office, il y a nécessairement une adaptation digitale. Et je pense qu'on pourrait le vérifier scientifiquement, mais que les entreprises qui sont passées au Flex Office ont aussi changé leur mode de communication. Et probablement que la mutation qu'on observe dans pas mal d'organisations de l'email vers d'autres choses, y compris les réseaux sociaux, eh bien, se fait plus facilement. Et le lien avec mon propos initial, c'est que ça détermine une transformation profonde de gouvernance. Si à la Fabrique Spinoza, on utilise un outil qui s'appelle Slack, le fait que l'information soit partagée entre tous et rend les relations de travail et donc les modes de travail beaucoup plus horizontaux. Et ça, c'est un changement de gouvernance qui peut résulter d'une vision et pas nécessairement d'un souhait d'efficacité ou d'un souhait... Tu nous formeras bien sûr là-dessus. Oui, alors je ne suis pas un ninja moi-même encore. Et toujours en lien avec la gouvernance, on a parlé tout à l'heure d'ego. Moi, je pense qu'une intention, on sous-estime... Enfin non, tu l'as dit, mais je pense qu'en général, on sous-estime l'impact sur l'ego du Flex Office. Pour rappel, quand Laurence Vanney essaie de libérer, c'est le terme qu'utilise le ministère de la Sécurité sociale belge, elle s'aperçoit de ce que ça provoque chez le manager. Quand Favi effectue la même chose, non, c'est pas Favi, je sais plus si c'est Favi ou Chronoflex, on a vu jusqu'à 25% des managers qui, suite à une plus grande flexibilité des bureaux, certes, mais aussi des postes, ont quitté leur travail. En d'autres termes,
quand tu dis c'est quoi la nouvelle histoire qu'on raconte, je pense qu'il faut faire attention à où se cache l'ego, où il se loge. Hein. Tu parlais de la taille de mon bureau, mais bon, l'ego, il peut se placer ailleurs. En d'autres termes, moi je pense qu'il y a une vision qui doit être portée par une direction sur quelle est la place du statut dans l'organisation, et que si cette réflexion-là n'est pas conduite en parallèle d'une mise en place d'un flex office, alors on rate quelque chose. Puis je vais prendre un dernier exemple par gouvernance. Je mélange peut-être un peu gouvernance et culture. Mais par gouvernance, un dernier exemple, il y a une entreprise de chaîne de restauration anglo-saxonne qui a mis en place l'Open Book Management, donc le management à livre ouvert en français, où la totalité des informations financières et stratégiques sont partagées avec l'intégralité des collaborateurs, quelle que soit leur ancienneté, leur statut. Et je pense qu'il y a un lien. Bon, et ils ont vu qu'il y avait plus de satisfaction, plus d'efficacité, parce que les gens ont toutes les informations pour prendre les décisions, donc ils travaillent mieux, ils se sentent valorisés. Et je pense qu'il y a un lien très fort entre partage de l'information et flex office. La porte du bureau est moins souvent fermée, etc. Tout ce que je dis là, ça va dans le sens de souligner que le flex office, pour moi, ça doit être adossé à une vision de la gouvernance de l'entreprise. Est-ce qu'on est plutôt confiance, transparence, flexibilité, agilité? Est-ce qu'on garde une forme de statut? Et pourquoi pas, l'ego n'est pas qu'un ennemi, parce que c'est un moyen de donner la reconnaissance à des gens. Il est indispensable en réalité. La seule problématique, c'est quand l'ego gouverne. Ouais. C'est là le problème. Et donc quand on est c'est la guerre pour avoir le plus grand bureau, c'est l'ego qui prend le pouvoir. Et c'est là qu'on a un problème. Mais l'ego est fondamental, c'est ce qui fait qu'on est vertébré, qu'on a une structure, qu'on a une valeur. Et Dominique, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais rebondir sur deux choses. D'abord, cette histoire de taille de bureau, d'histoire de remplacement, de promesses, etc. Je pense qu'il faut être vraiment très attentif à ça, non pas sur la question de l'ego. L'ego, il se niche partout sur la taille du téléphone, le modèle du téléphone, la manière dont on se comporte, est-ce que j'applique les règles ou pas. Bon, il faut être attentif à ça. Mais il y a un risque avec ces histoires de bureaux attribués. Là, je ne parle pas de la position de travail, je parle de la pièce fermée. C'est office et pas desk que je parle. C'est que il y a un vrai danger d'envoyer un message à des managers, qui sont souvent la colonne vertébrale de l'organisation, qui est jusqu'à présent, on mettait, entre guillemets, gratuitement à votre disposition un deuxième chez vous, vous mettez votre canne à pêche, la photo de qui vous voulez, etc. Et donc vous êtes ici chez vous, puis tout d'un coup, vous n'êtes plus chez vous, vous êtes dans le corps collectif, et vous n'êtes qu'une partie du corps collectif. Et ça, c'est quelque chose qui mérite un accompagnement extrêmement important, collectif et individuel. La difficulté de l'accompagnement individuel sur ce type de sujet-là, c'est que typiquement, on est dans le quasi... Enfin, infaisable, ça n'existe pas. On est dans la difficulté très grande. Parce que forcément, les gens qu'il faut accompagner individuellement sur ce type de sujet sont ceux qui auront le plus de difficultés à dire qu'ils doivent être accompagnés. Si moi je souffre dans mon bide, qu'on m'a supprimé mon bureau individuel, et que je pense que je suis maltraité, et que tout ça c'est du bullshit, etc., je ne vais pas lever la main en disant « Putain, filez-moi un coach ». Ça n'existe pas. Et quand on va m'interviewer dans la réunion collective, le pire que je vais manifester, c'est je me taire. Bon, en tout cas dans les grosses boîtes organisées. Ça, c'est le premier point. Donc, faut être attentif. Le deuxième point, pour insister encore plus sur ce que disait Alexandre, c'est le lien entre numérique et flex office et les conséquences que ça a. Pour faire du flex office, évidemment, il faut du zéro papier. Dans notre histoire, 2500 personnes, on a numérisé 4 500 000 pages. On a jeté 320 tonnes de papier. On a filé des ordinateurs et des téléphones portables à tout le monde. Donc forcément... Et les mêmes. Hein? Et les mêmes. Et les mêmes, tout le monde. Voilà. Et ceux qui ont dit, moi j'ai besoin d'un plus grand... Non. Bon, et forcément, et pour que les gens puissent travailler, il y a du chat, il y a du collaboratif, il y a des outils de work in progress, de traçage, des tracking des versions des différents documents. Je peux accéder à mes répertoires de n'importe où dans l'immeuble, donc de chez moi aussi.
Et une fois que vous avez fait ça, donné à tout le monde un téléphone portable, un ordinateur portable, des outils de visio au poste de travail, enfin à l'ordinateur, des outils de conf call absolument ouverts, et ben les gens ils travaillent plus pareil. Hein. Vous avez ouvert une boîte de Pandore extrêmement dont vous ne connaissez pas les effets à 5 ans. Hein. Ce que vous savez, c'est que ça ne va pas être pareil. Et Christine voulait intervenir, et puis en parallèle de ton intervention, ce qui m'intéresse, c'est qu'on revienne aussi au sujet de notre conférence d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une contrainte, plus de contraintes ou plus de liberté? En fait, je vais revenir en fait à ce que disait Dominique sur les managers, en fait, parce que je pense que c'est clé. Je pense qu'effectivement, dans le flex, par rapport l'aménagement classique, c'est probablement eux qui ont le plus à y perdre et en même temps le plus à y gagner, en fait, paradoxalement. Et c'est très lié à ce qui a été dit tout à l'heure sur effectivement la notion de partage. Parce qu'on voit bien effectivement que le rôle du management est en train de vraiment changer et quand même on leur demande à la fois de changer, je dirais, dans la façon d'être et en même temps dans leur implantation physique, si je puis dire, en fait. Hein. Donc on leur demande un double changement et c'est eux qui accompagnent ces projets de transformation. Et je pense effectivement que, en tout cas c'est une réflexion qu'on a dans le groupe, qu'il y a une vraie question de l'accompagnement du management dans ces projets, qu'il y a une vraie question effectivement de bureau ou pas bureau pour les managers et lesquels. Et nous aujourd'hui, en fait, cette question elle n'est pas complètement tranchée parce qu'il y a des modèles différents selon les entités encore aujourd'hui, et qu'on est plutôt dans des expérimentations de type partage de bureau. Aujourd'hui, par exemple, je vais citer l'exemple d'Orange Garden, on a encore quelques managers qui ont des bureaux, notamment ceux qui sont responsables des plus grandes entités et qui reçoivent beaucoup de partenaires externes, donc ont besoin effectivement d'un bureau d'accueil, si je puis dire. Et on a mis en place un système où ils peuvent partager leur bureau avec l'équipe. Donc là, on a une première étape où en fait on voit que le partage, il se fait aussi, pas de manière imposée par l'espace, mais de manière progressive. Donc tu n'as pas de modèle que tu plaques sur toutes les phases de l'entreprise? Pas à ce stade. Pas à ce stade. Et c'est ce qu'on voudrait éviter. C'est tout notre enjeu, en fait. C'est qu'en fait, on voudrait, et ça a été dit tout à l'heure, en fait, partir de l'activité et donc du travail, c'est la chose dont on parle le moins, paradoxalement, partir du travail, partir de l'analyse de l'activité et en déduire effectivement des aménagements. Notre difficulté aujourd'hui, elle est très présente dans les projets, c'est dire ce que sera le travail, le métier, l'exercice du métier demain, c'est très difficile. Et pour autant, on a des choix d'aménagement et des choix immobiliers à faire aujourd'hui. Et donc, je pense qu'un des enjeux, en fait, qui est plus facile à dire qu'à faire, mais qui rejoint en fait l'idée du partage, l'idée de l'horizontalité, c'est en fait de créer des espaces modulaires qui puissent s'adapter progressivement à l'évolution des modes de collaboration. Et ça, je pense qu'on ne sait pas très bien faire aujourd'hui. C'est le lien qu'on faisait tout à l'heure. Alors, Alexandre posait la question sur le lien entre l'efficacité et le collaboratif. J'ai mis une petite flèche. En fait, c'est l'histoire de la transversalité. C'est-à-dire que cette transversalité, donc cet aspect convivial et collaboratif, amène vers une meilleure efficacité. Le lien, il est là. C'est-à-dire qu'on peut partir du postulat de l'humain, mais encore une fois, quel est son métier, quelle est son intention, quel est son objet dans la société, et en positionnant le métier et l'humain au même niveau, on arrive à faire que ce soit plus efficace, sans nuire à l'individu et à son épanouissement, au contraire. Parce que plus il est efficace, plus il peut trouver un sens, se projeter dans un sens dans son travail. Je crois qu'aujourd'hui, on voit l'efficacité au travail comme une efficacité assez individuelle. Moi, je crois que demain, elle sera beaucoup plus collective. Et que ça, c'est vraiment un des enjeux, en fait. Un des enjeux à la fois en termes de management, puis d'évolution de notre propre travail, notre propre rôle. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement d'en mesurer toutes les conséquences. Ce qu'on essaye de faire côté Orange, c'est plus modestement, je dirais, déjà regarder dans des projets d'aménagement, qu'est-ce que ça produit en fait pour les collaborateurs. Et donc on a lancé avec Conseil et Recherche et avec Félix qui est dans la salle une enquête en fait sur effectivement des projets très différents comme un projet à 300 personnes ou un projet d'environnement dynamique ou de flex pour une équipe RH à Lyon. Et on va voir effectivement ce que ça produit. Je crois qu'il faut aussi qu'on se dise que les projets d'aménagement qu'on a tendance à achever aujourd'hui, parce qu'un projet d'aménagement c'est un projet immobilier qu'on veut terminer,
Demain, avec le Flex, en fait, c'est un projet à toujours Permanent. continuer. Et continuer avec le management, c'est-à-dire que le management et les collaborateurs vont avoir un rôle de plus en plus important sur leur propre aménagement et leur propre environnement de travail. Pour revenir à l'exemple du garage, donc d'avoir plus la main finalement sur leur environnement. Dans l'industrie, et ça sera important après effectivement que vous donniez votre point de vue, dans l'industrie, ces process-là existent déjà, mais pas dans la qualité de vie. Ils existent dans l'efficacité. C'est des process qui sont d'origine japonaise, qu'on appelle l'amélioration continue. Il y a le Kaizen, tous ces éléments-là existent depuis longtemps. C'est-à-dire d'être dans une démarche permanente qui en fait n'est pas linéaire, qui sont des cycles. Et ça a du sens de ne plus figer les choses. Au même titre qu'on ne fige plus non plus une carrière sur une seule entreprise. Même si on reste dans l'entreprise, de toute façon, on change de métier, on change beaucoup plus qu'auparavant. Est-ce que c'est positif ou négatif? C'est une vraie question de fond. Mais en tous les cas, il y a un enjeu. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a... Non, on est tout à fait dans Voilà. ces enjeux d'innovation. Et aujourd'hui, l'innovation n'est pas seulement dans les produits, mais surtout dans les process, des dispositifs, de méthodologie, d'accompagnement, de définition. Voilà, l'innovation est vraiment dans le process de travail, d'accompagnement du projet. Ça commence par un cadrage stratégique. Toutes ces questions d'enjeux, de sens, de place, de collaborateurs doivent être définies en amont, dans le cadre de mission de cadrage, finalement, de stratégie de projet, pour savoir quel est l'enjeu du bureau dans 20 ans, quelle est la place du manager, de collaborateur. Donc ça passe par des dispositifs de cadrage et ensuite de mettre en place, en effet, un processus permanent en considérant l'espace comme une ressource. On n'a peut-être pas trop utilisé ce terme aujourd'hui, ce soir, mais l'espace est une ressource stratégique, managériale, opérationnelle. Donc, comme toute ressource, ça nécessite... Et d'épanouissement. Et d'épanouissement, bien sûr. Nécessite des nouveaux moyens, finalement, que les entreprises n'ont pas encore mis en place, parce que ça nécessite de nouvelles compétences pour gérer ces ressources sur ces différents... Voilà. Donc, il y a de l'intelligence, enfin, il y a des nouveaux métiers, et ça va coûter peut-être plus cher en termes de fonction support. On aura peut-être gagné des mètres carrés, ça, on peut le voir, on le sent, mais il y a aussi d'autres surcoûts qui vont être nécessaires, et le projet est permanent, en effet. Christine, et après on passe quelques questions. Juste pour ajouter un point, je crois qu'effectivement, en tout cas, nous, ce qu'on voit, ce qui nous paraît manquer, en fait, c'est l'analyse après-projet, en fait. C'est comment on évalue, effectivement, la façon dont les espaces sont utilisés, qu'est-ce que ça produit pour les équipes, à la fois en termes de convivialité, de partage, mais aussi d'efficacité au travail. Et ça, aujourd'hui, on a très peu d'éléments pour pouvoir le montrer. Et c'est quand même des éléments qui vont être clés sur la prise de décision d'investissement sur ces projets.